Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette émission spéciale centrée sur le troisième observatoire Securitas de la protection des entreprises. La protection des entreprises, voilà un sujet qui prend beaucoup d'ampleur. Beaucoup de chefs d'entreprise, des grands groupes, de PME, d'ETI aussi, s'inquiètent de la croissance des risques pour leur entreprise, qu'il s'agisse d'accidents du travail, des inquiétudes aussi liées pour les groupes industriels aux risques environnementaux, mais aussi évidemment à l'explosion des risques cyber. Pour parler, pour détailler ensemble ce troisième observatoire Securitas de la protection des entreprises, je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau Luc Guillemin, qui est le président Securitas France. Monsieur Guillemin, soyez le bienvenu. Merci. Benoît Cloat, le chef du département de l'intelligence économique et de la protection de l'information au sein des ministères chargés de l'énergie, des transports et de l'environnement. Monsieur Cloat, soyez le bienvenu. J'ai plein de questions pour vous, vous allez voir, je vais commencer par vous. Jean-Pierre Doléance, merci aussi d'être avec nous, délégué de la Sûreté GRT Gaz France, mais aussi colonel de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Évidemment, ça pose son homme et ça donne de la crédibilité quand on parle de sujets de sécurité. Chose promise, chose due, Monsieur Cloître, je vais commencer avec vous très bêtement parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la sécurité. J'imaginais que c'était plutôt le ministère de l'Intérieur, des cellules à l'intérieur de ce grand ministère qui s'occupait de sécurité, alors peut-être sécurité des entreprises. Eh bien vous n'êtes pas du tout au ministère de l'Intérieur. Effectivement, pas du tout, mais on travaille beaucoup avec le ministère de l'Intérieur, puisque, comme vous venez de dire, il y a beaucoup de services chez eux qui s'occupent de questions de sécurité et de sécurité économique, notamment la DGSI, mais pas seulement la DGSI. Et dans chaque ministère, vous avez un haut fonctionnaire de sécurité et de défense qui est chargé des questions de sécurité et de défense, et qui a une partie sécurité économique pour les ministères qui en ont besoin, comme nous, et aussi le ministère des Finances. Quand vous dites dans chaque ministère, c'est les ministères régaliens ou dans chaque ministère? Dans chaque ministère, il y a un haut fonctionnaire de défense en fonction des enjeux. Il y a des enjeux de sécurité différents. Le ministère de la Culture a des enjeux de sécurité avec le musée du Louvre. Et nous, on en a avec toutes nos entreprises liées à l'énergie et au transport, ce qui est un domaine considérable. Et mon département est chargé d'observer aussi les menaces qui pèsent sur les entreprises de l'énergie et des transports et de l'environnement. Le Guillemin, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Troisième observatoire, je le disais, Securitas de la protection des entreprises. Quel est pour vous le rôle central de cet observatoire, avec peut-être ce que vous attendez de celui-ci et puis ce que vous avez tiré rapidement comme enseignement des précédents? Alors, cet observatoire, on l'a créé maintenant il y a 3 ans, avec comme objectif de mieux comprendre en fait, les risques auxquels sont exposées les entreprises. Donc à la fois comprendre ces risques, mais aussi comprendre l'évolution de ces risques et comment on peut aider l'ensemble des acteurs, que ce soit les entreprises, les partenaires, mais aussi les acteurs publics, à mieux appréhender l'évolution des risques auxquels font face les entreprises. Donc on en est à la 3e édition. La première en 2020, évidemment, elle était au milieu de la crise sanitaire. Donc il y avait un focus tout particulier sur ces risques sanitaires et comment les entreprises y faisaient face dans le moment où elles étaient vraiment au milieu de la crise. En 2021, on a pu un peu plus tirer les conséquences en fait, de cette crise sanitaire, donc les enseignements, et on voyait déjà poindre les risques socio-économiques arriver, mais plutôt de façon très, très générale. Et puis on va voir cette année ce que ça donne. Je ne vais pas dévoiler les résultats tout de suite, mais on a voulu faire un focus cette année sur les risques sur le secteur industriel, notamment autour des accidents du travail et de l'environnement. Alors on va le voir dans quelques instants, il y a 5 enseignements majeurs qu'on peut tirer de ce troisième observatoire Securitas des entreprises. Laure Salvin, directrice générale Kantar Public France, je me tourne vers vous parce que c'est important, qu'on cadre bien la méthodologie. Quel échantillonnage, comment vous avez travaillé pour essayer ensuite de balayer ensemble ces 5 enseignements majeurs. Tout à fait. Donc, on a mis en place une méthodologie assez robuste. On a interrogé 350 dirigeants d'entreprises ou responsables des enjeux de sécurité dans les entreprises. On a mis en place un échantillon représentatif de cette population-là, que nous avons interrogé par téléphone et en ligne pour s'assurer une diversité de répondants. Nous avons mis en place des quotas également sur la taille de l'entreprise, le secteur de l'entreprise. Et cette année, pour cette 3e édition, nous avons justement fait un focus sur les entreprises du secteur industriel et certaines grandes entreprises.
Donc on a surreprésenté, si vous voulez, les entreprises du Parce secteur que c'était le industriel. focus que soulignait M. Guillemin tout à l'heure. Absolument, pour pouvoir bien analyser les résultats auprès de ces entreprises-là. Et donc voilà, nous avons cet échantillon important de 350 dirigeants qui ont été interrogés à la fin de l'année 2022. Ce sont des groupes, des PME, des ETI, des TPE. Absolument. Tout ça est Tout secteur confondu, et puis surtout, sur tout le territoire français, nous avons veillé à ce que l'ensemble du territoire, en effet, soit bien représenté. Alors, M. Guillemin le disait tout à l'heure en commençant cette émission, il y a cet aspect des risques socio-économiques et informatiques. C'est sans doute le premier enseignement, Laure Salvin, qu'on peut tirer de ce 3e baromètre Securitas de la protection des entreprises. On va en débattre ensemble, mais posez-nous, si j'ose dire, et commentez-nous les slides qu'on voit à l'écran. Effectivement, le premier enseignement, moi qui m'a marqué dans cet observatoire, c'est le sentiment que les entreprises étaient de plus en plus exposées à un certain nombre de risques. Les dirigeants que nous avons interrogés nous disent: aujourd'hui, effectivement, nous nous sentons de plus en plus exposés à un certain nombre de risques. Donc, vous voyez sur la slide qui est à l'écran qu'il y a un certain nombre de risques qui ont été testés. Et en effet, les premiers risques qui apparaissent, ce sont les risques socio-économiques et les risques informatiques, dont la cybercriminalité, évidemment. Et ça, cette perception du risque, elle progresse de façon très emblématique par rapport à l'année dernière. Vous voyez, plus 14 points sur les risques socio-économiques et plus 8 points sur les risques informatiques. Donc ce sentiment effectivement d'exposition de plus en plus fort, il est présent chez l'ensemble des dirigeants que nous avons interrogés, et plus particulièrement, je dirais, auprès justement de ces entreprises du secteur de l'industrie. Chez elles, le niveau d'inquiétude est beaucoup plus important, beaucoup plus élevé, y compris aussi d'ailleurs chez les entreprises de plus de 250 salariés. Donc c'est une préoccupation dans ce secteur-là de l'industrie, et notamment qui va se focaliser évidemment sur les risques industriels, mais aussi sur les risques incendies, les risques d'explosion également. Cette problématique-là du risque, elle est de plus en plus accrue, je dirais, auprès des dirigeants d'entreprise. Benoît Claude, vous pensez que c'est dû au fait qu'il y a une actualité aussi autour de ces sujets d'explosion parfois d'entreprise? Qu'est-ce qui vous marque dans ce baromètre? Moi, j'ai noté la dernière phrase. Le risque est accru, le risque industriel, de manière bien plus marquée que l'an dernier. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur conjoncturel avec la crise en Ukraine qui fait que, je pense que c'est il y a aussi un sentiment d'insécurité, plutôt que de faits constatés de sécurité, d'atteinte à la sécurité. C'est un peu les deux. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une prise de conscience effectivement des risques, et vous parliez des risques cyber, et dans l'industrie, on le voit de plus en plus, nous, on fait un focus sur les systèmes d'information industriels qui sont vitaux pour la nation, pour de grandes entreprises qui nous concernent. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, l'industrie est de plus en plus liée aux systèmes d'information. Interne, hein, c'est pas forcément lié à Internet, mais ces systèmes d'information, on s'est rendu compte qu'ils étaient vulnérables. Ils sont très vulnérables, et l'État, et l'ANSSI en particulier, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, veille à ce que les entreprises majeures, critiques, sécurisent leurs systèmes d'information industriels. Donc je pense qu'il y a un peu un effet de perception globale qui augmente, parce qu'il y a plus de sensibilisation. Vous parlez du ministère de l'Intérieur, la DGSI fait beaucoup de sensibilisation en entreprise, auprès aussi des administrations, pour sensibiliser tous les acteurs aux risques cyber qui existent et qui touchent tous les systèmes d'information. Le Guillemin, que vous inspire cette première slide, peut-être sur les chiffres, mais aussi, moi, ce qui m'a frappé, mais ce n'est pas forcément votre cas quand on parle de risques socio-économiques et informatiques, c'est la fin de cette dernière petite phrase de l'intitulé, et ce, de manière bien plus marquée que l'an dernier. Oui, je crois qu'au moins sur la partie risque socio-économique, le constat, on le fait tous les jours en discutant avec nos clients, évidemment. Ces tensions, elles sont de plus en plus fortes. Alors, on a parlé du fait que ça a occupé beaucoup, ça a inquiété les grandes entreprises, mais je crois que ça inquiète en fait toutes les entreprises, et les PME, PMI en France sont également soumis à des risques croissants sur ces sujets-là. Je pense notamment aux risques informatiques, où peut-être que les PME n'ont encore pas tout à fait pris conscience des risques auxquels elles étaient toutes exposées. Des vulnérabilités, il y en a partout, et je crois que ça fait aussi partie de notre rôle, entreprise de sécurité, de leur faire prendre conscience de l'exposition à ces risques et de les accompagner dans la façon de les réduire
ou en tout cas d'y faire face. Oui, parce que pour Securitas, résoudre, accompagner, défendre des entreprises, jusque y compris industrielles, c'est dans votre périmètre. C'est complémentaire de ce que vous faisiez avant, c'est complémentaire aussi de la sécurité publique. Oui. Et quand on est une entreprise de sécurité privée et en plus la première du secteur, on se doit en fait vraiment d'accompagner nos clients au-delà juste de la protection de leur site, mais vraiment de les accompagner sur l'ensemble de la gestion de leurs risques. Voilà, c'est comme ça qu'on envisage le partenariat avec nos clients. Alors, je vais interroger Jean-Pierre Doléance dans quelques secondes. Vous avez dit accompagner les entreprises lorsqu'on est la première entreprise de sécurité. L'enseignement numéro 2, ma chère Laure, c'est compétitivité et disponibilité. C'est-à-dire que le risque, il est peut-être pour les effectifs, mais il est aussi pour le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, il faut qu'elle demeure compétitive. Et sans doute que ceux qui accompagnent ou ceux qui défendent ces périmètres doivent être disponibles. Absolument. Je pense que par rapport justement à ce sentiment, vous avez raison de bien le préciser, hein, on est dans le cadre d'une étude d'opinion et c'est ce qui est intéressant dans cet observatoire, c'est bien d'avoir le sentiment de ces dirigeants. Bien face à ce sentiment d'exposition au risque, les entreprises, elles ont plutôt le sentiment d'être bien protégées. Et ça, je crois que c'est aussi un enseignement important, bien protégées, bien informées, même si elles attendent encore un certain nombre de renseignements de la part des entreprises qui les accompagnent. Et justement, pour se prémunir de ces risques, eh bien 82% des dirigeants nous disent qu'ils font appel à un ou plusieurs prestataires externes. Et qu'est-ce qu'ils attendent justement de ce prestataire externe? C'est en un, justement, la compétitivité, que les prix ne soient pas trop élevés. Et ça, notamment, on le remarque chez les plus petites entreprises, pour qui c'est vraiment une attente très, très forte. Et puis, la deuxième attente à l'égard de ce partenaire externe, c'est la disponibilité. C'est vraiment, évidemment, la réactivité maximale. Mais ce qui est intéressant par rapport, justement, à ce sentiment d'exposition, c'est qu'il y a une demande parallèle de professionnalisation, je dirais, de cette protection des entreprises. Et c'est ce que s'exprime ici dans ce baromètre aussi les chefs d'entreprise qu'on a interrogés. Jean-Pierre Doléance, alors très concrètement, je le disais en commençant cette émission, délégué de la sûreté GRT Gaz France, ce sont deux items, compétitivité, disponibilité, que vous auriez mis en tête du cahier des charges, si vous aviez dû, ou si vous avez dû d'ailleurs, protéger les activités de GRT Gaz. Ce qu'on met en tête chez nous, c'est plutôt le prix, déjà, dans un premier temps. Compétitivité. Voilà, donc le prix est très important. Après, il y a le professionnalisme. Et en troisième, la confiance. Donc la confiance aussi, un élément très important. Hein. On ne considère pas en fait d'avoir un prestataire en face de nous, mais plutôt un partenaire. Donc avec Securitas, ça se passe plutôt très bien. Donc, et ce qu'on essaye de mettre en place aussi, c'est, par rapport à la confiance, c'est d'établir en fait un plan contractuel de sécurité, ce qui oblige en fait l'entreprise à désigner un officier de sécurité qui va cribler en fait les personnels pour remonter la confiance sur nos sites et donc améliorer la protection humaine. Alors, compétitivité, Jean-Pierre Doléance, je comprends, ça peut être un appel d'offres, par exemple, pour voir celle des entreprises qui est la moins chère et qui vous promet le plus de sécurité. Mais la confiance, comment est-ce que ça s'est construit, par exemple, très clairement, vous parliez de Securitas. Allez-y, hein, le président Securitas France est là. Comment est-ce que ça se construit? Autant la compétitivité, on voit comment ça se fait. Ça peut, voilà, c'est le temps de l'appel d'offres, mais la confiance, c'est plus long à élaborer, non? Je confirme, c'est plus long parce qu'on a essuyé les plâtres. Hein. On a eu beaucoup d'entreprises de sécurité qui n'ont pas été au niveau. Et donc, avec Securitas, les années se faisant, en fait, on a vraiment établi des relations de confiance. Je parle du siège, par exemple, avec le chef de site, qui était de grande qualité. Donc, quotidiennement, voilà, il y avait cette fluidité, cet échange avec les équipes. Et donc, et à chaque fois, la posture aussi de Securitas, c'est rendre compte, accompagner sur les sujets un peu compliqués, et puis être force de proposition, autant sur les procédures que sur les problématiques technologiques. Luc Guillemin, sur ces deux items, compétitivité et disponibilité, et Jean-Pierre Doléance a rajouté un troisième, la confiance, comment est-ce que chez Securitas, vous mettez en branle ces trois items qui semblent très concrètement incontournable?
Il est clair que cette année, l'Observatoire nous amène un nouvel éclairage. Alors, on peut se dire qu'il n'est pas très surprenant dans le contexte économique actuel. Évidemment, la pression sur le prix, le meilleur tarif, devient un sujet majeur auquel on doit répondre et qui peut sembler un peu contradictoire avec la qualité de la prestation qu'on pourrait fournir. Mais je crois qu'en fait, ça nécessite de notre part beaucoup d'explications et d'accompagnement de nos clients pour expliquer que face aux risques auxquels ils font face, les réponses qu'on peut amener en partenariat avec eux, elles ont un certain coût pour l'entreprise et qu'on peut réfléchir aussi ensemble, dans le cadre de ces partenariats, à faire évoluer ces dispositifs pour mieux prendre en compte l'aspect économique et donc peut-être avoir des dispositifs de sécurité qui évoluent. Et je crois qu'on en reparlera un peu plus tard dans cette émission pour mieux prendre en compte l'aspect économique qui est évidemment majeur aujourd'hui. Mais M. Guillemin, par définition, le risque d'une entreprise X n'est pas le même que le risque d'une entreprise Y. Ça veut dire qu'il y a une forme de haute couture dans ce que vous mettez en place, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des cas uniques. Absolument. Il n'y a pas deux dispositifs identiques dans deux entreprises. Elles ont toutes des risques. Elles ont des risques qui peuvent être différents. Elles ont aussi une appréhension de ces risques qui peuvent être différentes, des enjeux différents. Et donc, on doit tenir compte de tout ça pour trouver au sein de l'ensemble des services qu'on est capable de mettre à disposition de l'entreprise la bonne combinaison de ces services qui va faire que le client sera satisfait de notre prestation, que ça répondra à ses attentes et qu'on assurera le bon niveau de risque et le bon niveau de protection au bon tarif. Ça veut dire que dans vos métiers, dans votre secteur, le capital humain, la ressource humaine, elle est incontournable et c'est ce qui fait peut-être la différence. Elle est incontournable. J'ai entendu M. Déance parler de proximité, de relation avec un chef de site et je crois que c'est un élément très très important. Et de la part d'un colonel opérationnel l'encadrement des équipes sur le terrain, chez nos clients, c'est souvent ce qui fait la différence. Et évidemment, le facteur humain est essentiel dans nos prestations. Mais on parlera, je pense, un peu plus tard aussi du facteur technologique. Alors justement, on va en parler tout de suite, puisque Benoît Cloître parlait aussi de ce risque majeur qui devient un vrai phénomène ou un vrai fléau pour les entreprises, qui est le risque évidemment cyber. À côté de ce qu'on peut imaginer comme ressources humaines, il faut forcément qu'il y ait un développement, j'allais dire presque parallèle, voire même en avance, de la technologie pour essayer de contrer ce type de risques cyber, qui sont le plus souvent des risques informatiques. C'est le troisième enseignement, ma chère Laure Salvin, de ce troisième observatoire Securitas de la protection des entreprises. Absolument. Et c'est vrai que c'est justement l'articulation entre l'humain et la technologie. Et on voit que l'image du secteur, et je crois que c'est une dimension qui sera intéressante de suivre aussi dans les années à venir, on voit que l'image du secteur, finalement, elle se teinte progressivement de, justement, technologie. 71% des dirigeants que nous avons interrogés déclarent que le secteur de la sécurité privée est avancé en matière de nouvelles technologies. C'est d'ailleurs 91% aussi des entreprises du secteur industriel. Donc vous voyez, ces entreprises du secteur industriel sur lesquelles on a souhaité faire un focus cette année, elles ont encore plus ce sentiment-là. Et d'ailleurs, beaucoup utilisent de solutions techniques pour assurer techniques ou technologiques pour assurer leur sécurité. Et donc je pense que les dirigeants des entreprises sont eux-mêmes, en effet, persuadés que la bonne articulation entre l'humain et la technologie, finalement, dans ce secteur de la sécurité, est absolument capitale. Alors, Luc Guillemin, pardonnez cette question encore une fois de néophyte, je ne suis pas un spécialiste, tout le monde le sait, des secteurs de la sécurité, mais par rapport à l'image initiale des 3 points rouges, votre logo, on le reconnaît partout, et ce que faisait Securitas pendant des années, comment vous avez upgradé cette obligation du saut technologique, parce que, comme Laure Salvin le rappelait dans ce sondage, 71% des chefs d'entreprise interrogés considèrent que c'est plutôt du côté de la sécurité privée qu'on trouve ce saut technologique. Comment est-ce que vous avez très concrètement mis les choses en place pour répondre à ces attentes? Alors je dirais que c'est déjà une première demi-surprise de cet observatoire cette année, parce que les années précédentes à cette question, on avait plutôt des réponses qui faisaient que l'impression des chefs d'entreprise était plutôt un secteur poussiéreux, un peu en retard sur la technologie. Et pour la première fois cette année,
on voit des réponses beaucoup plus positives sur cette thématique-là. Donc, c'est forcément un hommage à votre transformation, puisque vous êtes le numéro 1 de la sécurité. Exactement. Et donc nous, ça fait plusieurs années maintenant que vraiment on pousse très fort pour avoir une approche qui est beaucoup plus complémentaire entre une approche technologique et une approche humaine. Comment on combine les deux, comment on associe des dispositifs de sécurité plutôt à composante électronique avec des dispositifs humains, comment les deux se marient. Ça fait longtemps qu'on essaye d'évangéliser le marché et nos clients sur cette approche-là, et qui a beaucoup de sens aujourd'hui quand on est dans un secteur de la sécurité privée où on a des grandes difficultés à recruter. Alors justement, ça veut dire que votre politique dans nos métiers. RH s'est réorientée fondamentalement. Aujourd'hui, quels sont les profils, par exemple, de gens que vous recrutez pour répondre à ce besoin de saut technologique? Pour faire face à tous ces enjeux technologiques, évidemment, on recrute beaucoup plus de techniciens en sécurité électronique et de gens capables, de designers de solutions, capables d'imaginer ces solutions qui mixent à la fois des systèmes de sécurité électronique et des services de surveillance humaine. Voilà. Et puis on essaye de faire évoluer aussi nos approches en termes de recrutement sur les profils des agents de sécurité, puisque là où, je dirais, avant, on mettait un agent avec une mission plutôt simple, aujourd'hui, il a à sa disposition un certain nombre de dispositifs électroniques, il doit savoir les utiliser. Et évidemment, sa mission évolue. Et donc, il faut également qu'on forme nos équipes à être en capacité à remplir ces missions, qui sont évidemment à plus forte valeur ajoutée pour nos clients. Donc ça va dans la bonne direction. Benoît Cloître, tout à l'heure vous citiez des organisations évidemment très connues en matière de lutte contre la cybercriminalité en direction des entreprises, l'ANSSI pour la citer de nouveau. Est-ce que c'est important qu'il y ait cette sorte de complément entre ce que j'appelle globalement la sécurité publique, ceux qui sont dans des organismes publics et qui veillent, qui mettent en alerte ou qui répondent à des questions, et la sécurité privée comme l'incarne aujourd'hui Securitas France? Ah oui, tout à fait. Alors, au ministère de l'Intérieur, il parle d'un continuum de sécurité, mais je crois qu'il est partout, ce continuum de sécurité, y compris dans la réglementation, d'ailleurs. Mais, on en parlera tout à l'heure, de la réglementation, je vous promets. Ce qui est important, alors l'ANSSI ne fait pas de la cybercriminalité, il y a des unités spécialisées à la gendarmerie, au ministère de l'Intérieur, qui s'occupent de ces questions. L'ANSSI est là pour détectant une attaque informatique, amener des solutions techniques. Donc s'occupe d'essayer de protéger. Et en lien avec notamment les services de contre-ingérence pour trouver d'où vient l'attaque. Mais sur le continuum juste, alors, sécurité privée, sécurité publique. Il est important, et il est d'autant plus important. On voit avec les Jeux Olympiques, et l'an dernier, le préfet de Mazères qui était présent en a parlé beaucoup. On voit aujourd'hui que le privé et le public travaillent ensemble pour trouver des solutions de sécurité technologiques. Et que ça, c'est essentiel. Sans cette continuité entre le privé et le public, il n'y aura pas de sécurité des entreprises. Et nous, dans notre secteur, pourquoi il y a des hauts fonctionnaires des défenses et de sécurité aujourd'hui, et pourquoi ils ont un rôle majeur au niveau de la sécurité économique et industrielle, c'est parce qu'on a créé des réglementations spécifiques comme les activités d'importance vitale à protéger. Et donc on confie quasiment une mission régalienne de sécurité à des opérateurs privés. Je ne veux pas les citer parce que l'information peut être sensible, on ne peut pas tous les citer. Mais c'est déjà un fait. L'État délègue quelque part la sécurité au monde privé. Donc c'est quelque chose c'est normal qu'il y ait tous ces échanges entre le privé et le public. Jean-Pierre Deléonce, très concrètement, encore une fois, je m'appuie sur vous pour le concret et sur M. Guillemin, mais chez GRT Gaz, vous faites confiance aux deux, vous ne travaillez qu'avec Securitas France, vous êtes en observation sur ce qui se fait aussi dans le secteur public, vous recevez, on parlera de réglementation tout à l'heure, mais vous recevez aussi des directives. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien autour de ces questions de cybersécurité qui peuvent aussi impacter une entreprise comme la vôtre? Mais clairement, des attaques cyber, on en a tous les jours à GRT Gaz. Donc on a vraiment renforcé en fait le dispositif de protection. Donc la DSI elle a vraiment gonflé en effectif avec vraiment une cellule cyber pointue, dédiée qui travaille d'ailleurs en coordination de plus en plus avec la gendarmerie, qui a monté aussi un pôle cyber très important.
Donc on travaille effectivement sous le contrôle de l'ANSSI et de notre ministère de tutelle, que représente ici Benoît. Donc oui, c'est un trio, c'est ministère, c'est Securitas, c'est nous. Et dans les projets concrètement, on a un système de sûreté qu'on déploie. Et la technologie a tellement évolué que vraiment ça devient des experts très pointus. Et ça occasionne vraiment des coûts importants à GRTgaz. Voilà, donc c'est pris très au sérieux à GRTgaz. Mais c'est, sans vilain jeu de mots, la rançon pour continuer à développer son chiffre d'affaires. Oui. Parce que sinon, si vous êtes attaqué en permanence et que vous n'avez pas les moyens de vous préserver, c'est l'entreprise même qui est en difficulté. GRTgaz a une mission de service public. Donc c'est surtout ça qui est important. Nous, on transporte du gaz. On ne vend pas et on n'achète pas le gaz. Donc voilà. Vous transportez le gaz. On transporte. Vous êtes le RTE du gaz. Exactement. RTE du gaz. Monsieur Guillemin, très concrètement aussi, là, si je vous demande d'avoir un peu de recul, regardez dans les 4, 5, 6 derniers mois, en matière de cybersécurité et d'attaque, est-ce que, sans les nommer, vous avez des exemples très précis qui montrent à la fois l'explosion de ce risque et parfois la nature imprévisible de ces attaques pour des clients que vous avez en contrat? En fait, alors on ne va pas les citer, mais bien sûr, on a des clients, et même nous-mêmes, je crois que M. Doléance l'a dit, toutes les entreprises sont attaquées quasiment tous les jours. Ça ne se voit pas, parce que la plupart des attaques, on les contre. Mais c'est sûr que dès qu'une grande entreprise ou une petite se fait bloquer son système informatique, ça fiche complètement l'entreprise. Alors ça, évidemment, ça a un impact économique immédiat, puisque ça empêche l'entreprise de travailler normalement et de rendre les services qu'elle est censée rendre. Et puis, son image est très souvent fortement abîmée. Donc, les enjeux derrière cette protection cyber, ils sont majeurs. Et ça justifie ils sont exponentiels. Ils sont exponentiels. Et ça justifie les investissements que toutes les entreprises font sur cette thématique. Parce que quand on fait la balance entre je ne fais rien et je risque de bloquer mon entreprise demain matin, où j'investis pour essayer de me protéger, l'équation est vite résolue. Et tout le monde veut investir. Alors après, c'est quelque chose qui n'est pas une science exacte. Donc voilà, on se protège. Et puis, il y a de nouveaux risques qui apparaissent. Ça évolue en permanence, ça va très très vite. Et donc c'est un peu le défi sur cette cybersécurité, c'est d'aller au moins aussi vite que l'imaginativité des attaquants. Ou même précéder. Mais ça ne doit pas être facile, Jean-Pierre Doléance, de précéder en réalité, parce que je vais faire une comparaison qui n'est pas raison du tout, mais vous voyez, dans le dopage sportif, souvent la machine de répression du dopage se met en place une fois qu'on a découvert un nouveau dopage. Le problème des entreprises, c'est qu'il faudrait qu'elles soient presque en avance sur la technologie des hackers pour pouvoir les contrer en amont. Ça, c'est pas simple. Non, c'est pas simple et pour recruter les profils compétents, c'est encore moins simple. Sur le marché, c'est compliqué. Donc en fait, l'objectif à atteindre, c'est de réduire la surface d'attaque et de diminuer les risques. Alors, bien sûr, on parle de cyber-risque pour les entreprises parce que c'est devenu un phénomène, un fléau majeur, exponentiel, qui peut coûter extrêmement cher, évidemment, aux entreprises, jusque et y compris dans leur modèle de production. Mais il ne faudrait pas en oublier non plus, Laure Salvin, un risque, notamment pour les entreprises industrielles, qui est le risque des accidents du travail. C'est le 4e enseignement de l'Observatoire Securitas de protection des entreprises. 4e enseignement, en effet, de façon parallèle à ce sentiment d'exposition, effectivement, nous avons une forte progression à nouveau. 82% des dirigeants que nous avons interrogés qui nous disent être préoccupés par ce risque d'accident de leurs salariés au sein de leur entreprise. C'est plus 11 par rapport à l'année dernière, effectivement. Donc on voit cette crainte accrue. Et comme vous le disiez, c'est une crainte qui est encore plus présente dans le secteur industriel. Dans le secteur industriel, vous avez 93% des entreprises qui se disent préoccupées par ces accidents du travail, alors qu'il s'agit d'ailleurs des accidents de service, des accidents de trajet, des maladies professionnelles. Et donc ça, c'est vraiment tout le capital humain aussi de l'entreprise qui est en question et que les dirigeants souhaitent également, évidemment, préserver et pour lesquels ils souhaitent mettre en place. À la fois, on parlait de prévention, mais effectivement, une des attentes, notamment de ces dirigeants, c'est de pouvoir détecter suffisamment tôt
ces risques humains, et puis aussi de pouvoir mettre en place des plans d'action très concrets et de façon très réactive. Et c'est pour ça aussi que la disponibilité, la réactivité est une attente très forte chez les dirigeants quand ils s'adressent à des entreprises privées pour les accompagner dans cette protection de leur entreprise. Alors, dans la plupart des grands groupes, il y a évidemment, on suit de près, parce que derrière les accidents du travail, il y a parfois évidemment de la patte humaine. Il y a des gens qui perdent leur vie ou qui sont handicapés. Les grands groupes mettent souvent des baromètres en place pour essayer de regarder au plus près l'évolution ou la régression, espérons-le, de ces accidents du travail. Jean-Pierre Doléance, là encore, chez vous, dans cette entreprise qui transporte donc du gaz, comment est-ce que vous appréhendez cette notion de risque au travail qui parfois peut aller jusqu'à entraîner la disparition d'un collaborateur sur le lieu de son travail? Oui, c'est un sujet très très important à GRT-Gaz. Donc on est dans le milieu du gaz. Donc la sécurité industrielle et la sécurité des personnes, c'est vraiment un enjeu numéro un pour l'entreprise. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc il y a un portage au quotidien dans les équipes pour toujours sensibiliser donc les équipes, donc les managers font un excellent travail. Donc pour l'année 2022, les chiffres ont été très bons à GRT-Gaz. Donc oui, c'est un enjeu important, mais on le suit de très près sur les indicateurs. Et ouais, je voudrais faire un petit focus en fait pour faire le parallèle avec la sécurité. Donc il y a eu un agent, donc je pense à lui, qui est décédé, un agent de gardiennage, qui est décédé il y a une dizaine de jours. Je n'aurai pas le nom de l'entreprise, mais il n'avait pas mis son PTI en marche. Donc il y a la sécurité industrielle et la sécurité en termes de protection physique, mais là aussi on veille à ce que nos prestataires appliquent bien les procédures. Donc voilà, c'est un vrai sujet des deux côtés, industriel et sûreté, quoi. Luc Guillemin, très concrètement, qu'est-ce que Securitas France propose? Bon, c'est toujours douloureux, évidemment, de parler de la disparition d'un collaborateur. Il y a encore des accidents du travail, quel que soit le secteur, le gaz, le BTP ou d'autres secteurs un peu exposés comme cela. Comment est-ce que vous travaillez sur cette question qui est déterminante? Parce qu'à chaque fois, on parle de femmes et d'hommes. Je crois que face à ces risques d'accident du travail, le travail de prévention, de formation est essentiel dans les entreprises. Et en fait, on se rend compte que dès que ces actions de prévention se relâchent un peu, immédiatement, on voit à nouveau apparaître des accidents du travail. Alors, l'exemple qui vient d'être donné est dramatique, mais voilà, le port d'un dispositif de sécurité, de protection individuelle, c'est un élément basique, mais qu'il faut répéter sans arrêt. Et donc face à ça, que fait Securitas? Nous, on a développé toute une gamme de services autour de la prévention des risques. Et donc on accompagne nos clients sur des audits de sécurité pour vérifier où sont les risques, comment on peut les contrer, quelle formation on peut amener, quelles procédures on peut mettre en place pour assurer qu'on limite au maximum le risque d'accident du travail, sachant que le risque zéro n'existe pas. Et puis on a également un apport autour de nouvelles technologies qui nous aident à faire peut-être une prévention plus dynamique aujourd'hui. Notamment, on a des systèmes, vous pouvez maintenant embarquer un peu d'intelligence artificielle dans des caméras qui peuvent en temps réel vérifier si, par exemple, le port d'un casque de sécurité est correctement fait dans une zone et là, vous pouvez interagir de manière très réactive. Et de façon très dynamique, alerter le responsable de la prévention des risques dans l'entreprise pour lui dire, depuis 3 jours, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de défauts sur le port du casque et vous devriez immédiatement remettre en place une formation, une sensibilisation auprès des équipes pour vous assurer que tout le monde porte le casque avant que l'accident arrive. Benoît Cloître, je rappelle, chef du département de l'intelligence économique et de la protection informatique. Comment est-ce que le ministère auquel vous appartenez appréhende l'évolution des accidents du travail dans les entreprises françaises? Ce sont des baromètres que vous suivez? Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors, c'est comme tout ce qui touche l'entreprise et qui la rend plus vulnérable ou qui la fragilise, les accidents du travail nous intéressent, mais c'est avant tout le ministère du Travail, enfin les ministères sociaux qui s'occupent de ça. Mais comme toutes ces cellules travaillent ensemble, Oui, j'ai bien on compris travaille depuis le ensemble, début, mais vous avez des après, retours forcément. Eux, ils ont une vision plutôt réglementariste, on va Bien dire, sûr. c'est normal. Et il y a un truc très important à dire, c'est que les dirigeants sont responsables des accidents du travail. Et depuis très longtemps, leur responsabilité peut être engagée, juridique. Donc, il y a un document unique qui doit répertorier les métiers à risque. Et puis, donc tout ça, ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont très sensibles à ça. Mais ils s'inquiètent quand même. Ce qui est intéressant dans l'étude, je trouve, c'est qu'alors qu'il y a en place depuis plus de 20 ans tout un système de prévention des risques au travail, que des dirigeants s'inquiètent encore que ce soit, entre guillemets, bien fait. Ça veut dire qu'il y a des vraies interrogations, ils ont besoin d'aide, que la réglementation et les dispositifs HSCT, hygiène, sécurité au travail, qui sont mis en place dans les entreprises ne suffisent pas, et il y a encore besoin d'aide. D'un point de vue plus macroéconomique, et là nous on le voit par rapport au plan de relance par exemple, ou la volonté de réindustrialiser la France, qui n'est pas ce qui ne veut pas dire qu'on va relocaliser ce qu'on a délocalisé, parce qu'on va créer de nouvelles industries. On espère, nous, avec la transition énergétique, qu'on va voir se développer beaucoup d'industries en France nouvelles. Enfin, sauf peut-être pour le secteur pharmaceutique, où on voit qu'il y a un problème quand même de relocalisation, je ferme la parenthèse. C'est vrai, mais pour nos affaires, en tout cas sur tout ce qui est énergie renouvelable, on voit qu'il y a un potentiel énorme en France de réindustrialisation. Et ça pose forcément en corollaire le risque d'une augmentation des accidents au travail. Et donc c'est vraiment, je pense, un enjeu majeur pour le futur. Cet aspect-là qui a l'air, entre guillemets, un risque auquel on ne pense pas trop, mais comme tu l'as rappelé, Jean-Pierre, pour les dirigeants, c'est le risque numéro 1 dans l'industrie. Si on veut en plus réindustrialiser la France, il faudra vraiment le mettre en numéro 1 et veiller à anticiper les risques. Alors je voudrais qu'on aborde maintenant le 5e enseignement, le dernier, enfin en tout cas on a conçu cette émission comme ça de cet observatoire Securitas, de la protection des entreprises. Alors là c'est assez intéressant puisque le président Guillemin tout à l'heure en parlait, mettre au cœur de ce 3e baromètre les industries, le secteur industriel, et il y a un sujet qui monte beaucoup et il y a une actualité évidemment débordante autour de cela, donc c'est pas très surprenant, mais j'aimerais quand même que vous le développiez, ce 5e enseignement, ma chère Laure, c'est le risque, les risques environnementaux au sens large. Tout à fait. Et c'est, encore une fois, auprès de ces entreprises du secteur industriel que cette priorité est très marquée. En effet, quand on leur demande quelles sont pour vous les priorités en matière de risques dans les années à venir, eh bien, ce sont les risques, les risques environnementaux qui sont considérés comme une priorité pour les entreprises, pour ces dirigeants d'entreprises du secteur industriel. Et c'est ce qui est assez intéressant d'ailleurs dans tout ce baromètre, parce que comme vous le disiez, nous en avons tiré 5 enseignements, mais il y avait de quoi en faire plus. Absolument, nous aurions pu faire 2-3 heures peut-être sur les enseignements, mais voilà. Mais ce qui est marquant aussi dans cette édition, c'est justement ces entreprises du secteur industriel qui se montrent à la fois plus informées que les autres, plus préoccupées par un certain nombre de risques, on l'a vu, que ce soit les risques cyberattaques, les risques industriels, mais aussi l'accidentologie, et puis qui se disent, en tout cas, qui ont le sentiment d'être un peu mieux accompagnés et puis plus conscients des risques. Et on voit effectivement que cette préoccupation un peu générale de la population sur les risques environnementaux, eh bien, elle se retrouve aussi chez ces dirigeants d'entreprise. Et puis, vous parliez de réglementation. C'est vrai que ça, c'est aussi un des enseignements de l'étude. J'en rajoute un petit 6e, vous me permettez. C'est justement ce sentiment aussi, finalement, que la réglementation est renforcée aujourd'hui et de plus en plus, et notamment auprès de ces entreprises du secteur industriel. Et vous avez d'ailleurs seulement 58% des entreprises du secteur industriel qui nous disent qu'il est facile de s'y conformer à cette réglementation. Et donc là, on voit aussi en creux, et c'est un peu aussi pour ouvrir le débat, cette attente d'accompagnement face à cette réglementation grandissante pour essayer justement, parce que c'est aussi une préoccupation forte du dirigeant, de bien respecter cette réglementation et de bien l'appliquer au sein de l'entreprise. Alors, je prends le point sur la réglementation pour le petit débat que je vais animer ensuite, parce qu'on pourra se poser la question, M. Cloître, effectivement, d'une réglementation
qui s'empilent, une réglementation utile, pas utile, trop importante, mais juste sur ces risques environnementaux. Évidemment, c'est votre sujet prioritaire. Il y a quand même un grand public qui écoute les infos et qui voit bien des drames absolus. Il y a eu des risques Seveso, il y a eu des entreprises qui ont explosé, la population s'est inquiétée. Le risque environnemental ou environnementaux au sens large, c'est une préoccupation évidemment pour l'industrie, pour les chefs d'entreprise, et puis pour la population au sens large. Évidemment, un ministère régalien, un ministère qui doit faire régner l'état de droit, se penche sur ces deux aspects du problème. Bien évidemment, mon ministère, alors c'est pas notre service de sécurité et de défense qui s'occupe de ces questions, c'est la Direction générale de prévention des risques, et notamment du Seveso, comme vous l'avez rappelé. Alors, on est obligé de parler un peu de réglementation, parce que là, il y en a... Mais on va en parler, monsieur. Oui, mais il y en a énormément sur ce sujet. Mais je dirais que, comme vous l'avez noté, il y a une appétence quand même des dirigeants pour s'occuper de ce risque-là. Parce qu'il est populaire. Finalement, il est en adéquation avec ce que pensent la plupart des Français. Il faut consommer moins d'énergie. Tout le monde est convaincu que le réchauffement climatique arrive. On a besoin de faire des économies d'énergie. On a aussi besoin de décarboner l'industrie. Donc tout le monde s'y intéresse. Même des grandes industries de l'aéronautique se lancent dans la décarbonation. Ça paraît assez surprenant que des avions vont voler en consommant moins, en éjectant moins de CO2. Mais c'est comme ça. Donc il y a une prise de conscience qui fait que je pense globale, qui fait que ce risque-là, il est accepté entre guillemets, et surtout la réglementation est aussi acceptée. Et quand on voit les lois sur la transition écologique des années 2015 qui portent leurs fruits en fait, il y a toujours un effet retard sur la perception et la mise en place de ces règlements. Les dirigeants aujourd'hui se sentent très intéressés par la mise en conformité par rapport à ces règlements. Et pour ça, ils ont besoin effectivement d'aide. Jean-Pierre Doléance, le gaz, c'est une énergie fossile. On dit pique-pendre des énergies fossiles en ce moment. On s'interroge même sur le mix énergétique. Est-ce qu'il faut 50% d'énergie renouvelable et 50% de pétrole? La notion de risque environnemental, lorsqu'on est chez GRT Gaz, c'est une notion qu'on a toujours eue en tête ou bien une notion qu'on a appris à domestiquer et à regarder de près? Non, c'est nouveau. Donc en fait, c'est grâce à la réglementation qu'on est venu renforcer en fait ce sujet à GRT Gaz. On a eu une réorganisation du COMEX en début d'année et un directeur de l'environnement a été nommé. Donc c'est pour dire un peu l'importance accordée à GRT Gaz. Donc moi je suis aussi très sensible à ce sujet-là parce que je suis apiculteur. Donc c'est pour dire qu'on est tous acteurs de l'environnement. Donc dans l'entreprise, vraiment tout le monde porte vraiment le sujet environnement à cœur. Je prends des exemples concrets sur le terrain, sur nos stations ou nos postes gaz. On avait l'habitude de mettre des pesticides, donc griller carrément toute la faune et la flore. Enfin, donc aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Donc vraiment, là, il y a une préoccupation terrain par les agents, et donc on applique la réglementation à la lettre. Et dans mon équipe, comme on va aussi visiter les sites, on fait très attention, pas qu'à la sûreté, mais à la sécurité industrielle et aussi aux problématiques environnement. Mais c'est relativement récent, c'est-à-dire vous datez ça au carbone 14 à quelle époque? 4-5 ans à peu près. 4-5 ans, ouais. Donc c'est quand même assez récent. Alors j'aimerais, pour conclure cette émission, on l'a vu avec ces 5 enseignements, on a abordé la thématique de la technologie, du réglementaire, j'ai noté le point, M. Cloître, je vais vous interroger là-dessus, puis des risques vol et intrusion. Alors sur la technologie, Président Guillemin, quand je vous écoutais tout à l'heure, c'était l'alliage réussi entre la technologie et la ressource humaine et l'homme. On va donc vers une sorte de modèle hybride. Quelles sont les tendances? Et est-ce qu'il y a des limites d'ailleurs à avoir une technologie qui prendrait le pas sur le capital humain? Alors je crois que ce qu'on observe depuis maintenant plusieurs années, ça s'accélère encore plus aujourd'hui, c'est vraiment une répartition des missions qui évolue. Jusqu'à assez récemment, on avait quand même une prédominance des dispositifs de sécurité humaine qui représentaient la grande partie de la réponse face au risque. Depuis plusieurs années, on voit monter en puissance, clairement, la partie technologique, qui est un vrai complément. Et là où au début, on pouvait se dire, tiens, les deux sont en compétition, qui c'est qui va gagner, etc. En fait, c'est très complémentaire. Pour plusieurs raisons, je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà un déficit de ressources, c'est-à-dire qu'on ne trouve plus vraiment suffisamment d'agents de sécurité pour remplir toutes les missions
que l'on pourrait remplir. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, on a une capacité technologique qui évolue et qui amène de plus en plus de services. Ce qui nous aide à faire deux choses. D'abord, à avoir peut-être besoin d'un peu moins d'hommes et de femmes pour répondre aux enjeux de sécurité de nos clients, mais aussi de faire évoluer leurs prestations pour que les missions les plus simples soient remplies par la technologie. Voilà. Et donc ça permet aussi à notre secteur de devenir un peu plus intéressant pour les gens qui veulent y travailler, parce que les missions qu'ils vont rendre vont être un peu plus intéressantes, à plus forte valeur ajoutée. Je vais prendre juste un exemple très concret. Aujourd'hui, vous allez dans plein de PC sécurité dans les entreprises, dans les centres commerciaux par exemple, où il y a beaucoup de caméras installées. Donc on voit tous ces dispositifs qui sont là. Mais finalement, qui regarde les images de toutes ces caméras? Vous avez un agent qui est posté avec un espèce de mur d'images où il voit une centaine de caméras en même temps qui bougent beaucoup. Et donc c'est évidemment très difficile pour une personne de rester concentrée plus de 5 minutes pour vraiment comprendre ce qui se passe sur ces 100 caméras en même temps. Là où la technologie peut beaucoup nous aider, c'est si on amène un peu de couche d'intelligence artificielle au-dessus des caméras, on est capable peut-être de présenter à l'agent la bonne image, celle où il se passe quelque chose, et sur lequel on va lui demander de réagir. Donc ça va faciliter sa mission. Et lui, ce qu'on va lui demander, c'est pas juste de regarder les images, c'est vraiment d'avoir la bonne réaction quand il se passe quelque chose, quelque part, sur le site. Monsieur Guillemin, je vous interrogeais aussi sur les limites. Ça fait 2 fois, presque 3 fois que vous citez l'intelligence artificielle comme étant une évolution et un outil, j'allais dire presque naturel, mis à la disposition de la sécurité d'aujourd'hui et de demain, mais ça présente des limites, par exemple d'éthique. L'intelligence artificielle, sur les images qu'elle va traiter, que deviennent les données qui sont traitées, c'est quand même un sujet à côté duquel le citoyen ne veut pas passer. Absolument, c'est des sujets importants, donc il faut en tenir compte. Il faut amener des garanties autour de comment sont stockées ces images. Sont-elles stockées, oui ou non? Parce que dans bien des cas, on peut éviter de les stocker. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment ces données sont traitées? Mais une fois qu'on a amené ce bon cadre, je pense qu'il ne faut pas du tout avoir peur de ces évolutions technologiques. Et au contraire, elles vont nous permettre de renforcer la sécurité et le sentiment de sécurité au sein des entreprises et plus généralement dans la population. Voilà, donc on aura toujours besoin, c'est-à-dire que la technologie ne sera jamais suffisante en elle-même, je pense, peu importe les évolutions technologiques de demain, elle ne remplacera jamais l'intervention humaine, parce que l'intelligence humaine face à une situation, aujourd'hui la technologie ne sait pas tout inventer toute seule. On a encore besoin, et on en aura, je pense, toujours besoin, d'avoir la bonne réaction avec le bon niveau de formation de nos agents de sécurité pour réagir face à cette situation. Et faire face aux risques. Ce qu'on est en train de vivre dans un autre domaine avec la fameuse application ChatGPT, je ne sais pas si vous avez suivi, on vous promet que vous pourrez écrire un texte comme Victor Hugo. Essayez, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait du Victor Hugo. Monsieur Cloître, on va parler réglementation avec vous, si vous le voulez bien. Alors, on a commencé tout à l'heure en disant que dans chaque ministère, dans chaque grand ministère, il y avait une cellule avec un haut fonctionnaire qui travaillait sur ces questions de sécurité. Bon, mais on voit bien comment ça se passe aussi. Chaque ministre, chaque ministère, souvent veut une loi supplémentaire, un décret, veut faire progresser les choses. Je vais vous poser la question directement. Est-ce que pour vous, l'empilage, parfois de réglementation, est utile ou pas, efficace ou pas, ou bien on peut admettre que parfois, les chefs d'entreprise sont un peu débordés par cet empilage? Alors, on va faire un focus sur la réglementation de sécurité Bien sûr. Nationale. Je commencerai par un petit parallèle avec l'aéronautique. Le développement après la Deuxième Guerre mondiale de l'aéronautique civile, du transport de passagers, a eu pour effet de causer beaucoup d'accidents aériens, des problématiques de sécurité des vols énormes. Et là, c'est la réglementation qui, dans un premier temps, a mis un terme, a permis de ralentir et d'améliorer la sécurité aérienne. Et cette réglementation, elle a continué à évoluer, s'empiler, comme on dit, mais finalement pour un meilleur gage de sécurité aérienne. Et on est tous contents de prendre l'avion pour aller d'un point A à un point B sans accident. Sans réglementation, il n'y aurait pas de sécurité aérienne. Bon, je fais maintenant avec ce parallèle fait, je dis aussi, sans réglementation, il n'y aurait pas de sécurité de nos infrastructures critiques, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, on est obligé de réglementer. Alors, on essaye de ne pas empiler trop les réglementations, de les faire évoluer en fonction des menaces et des scénarios de menaces. Et pour ça, il y a un chef d'orchestre qui s'appelle le secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, au niveau du Premier ministre, qui quand même fait des textes interministériels qui sont des références et qui permettent de standardiser un petit peu tous les textes ministériels
qui vont suivre. C'est pour ça que dans chaque ministère, ensuite, on est chargé de décliner ces textes interministériels et on le fait en bonne intelligence avec les opérateurs. Et ce truc qui est au niveau macro, cette réglementation macroscopique de sécurité, ensuite elle ruisselle vers la myriade de sous-traitants et de prestataires. Et quand on prend, moi j'ai à peu près entre 100 et 200 opérateurs très importants, qui sont des entreprises importantes, on imagine le nombre de sous-traitants que ça représente. Donc à travers la réglementation, on encadre par exemple les contrats avec des plans contractuels de sécurité qui sont un peu nommés. Donc ça permet comme ça de faire adhérer à la sécurité, à des principes de sécurité, l'ensemble, beaucoup d'acteurs. Maintenant, sur le problème de l'empilement, je pense que c'est surtout aussi un problème dans la réglementation qui exige des moyens et celle qui exige des résultats. C'est deux choses différentes. Nous, en France, on a peut-être une tendance à faire les deux, de faire de la réglementation avec une logique de moyens et de résultats, ce qui peut être compliqué à mettre en œuvre. Les anglo-saxons ont plus une tendance de logique de résultats, c'est-à-dire vous avez des résultats à atteindre, adaptez-vous et on viendra vous contrôler éventuellement. Donc en France, on est peut-être dans une tendance... mais je pense que ça évolue pas mal, puisqu'en ce moment, vous avez aussi une grosse directive européenne, la directive REC 2, qui vise à protéger Qui est en cours de transposition. Qui est en cours de transposition en droit français et qui va changer beaucoup de choses. Et qui s'accompagne de notre directive qui s'appelle Nice 2, qui est plutôt sur le volet cyber. Et je pense qu'au niveau européen, il y aura une sorte d'homogénéité, ce qui ferait que les entreprises françaises ne seront pas seules avec une réglementation de sécurité. Les entreprises allemandes auront la même, quasiment. Oui, il faut espérer donc, en même temps. Oui, parce que là, après, il y a des problèmes de compétitivité. Bien sûr, et c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal qu'il y ait cette déclinaison au niveau européen de cette... Jean-Pierre Doléance, réglementation, trop ou pas assez? Même question à M. Guillemin, allez-y. Moi, je pense qu'il faut un cadrage. Le cadrage permet de savoir où on va, quoi. Donc moi, j'apprécie la réglementation, d'autant plus quand elle est partagée, accompagnée. Donc avec Benoît, il a mis en place des instructions générales interministérielles. Donc on a échangé de concert. Il a demandé l'avis à d'autres opérateurs. Donc c'est vraiment partagé. Et donc quand c'est compris et partagé, voilà, il faut trouver le juste milieu pour que l'application des procédures soit bien appliqué sur le terrain. Si c'est pas bien appliqué, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions, quoi. Et là, à GRT Gaz, vraiment, on est satisfait des relations qu'on a sur le portage imposé par la réglementation par rapport à la... Et parfois, le côté un peu mixte de transposition de directives européennes qui tombent sur le droit français et qui s'ajoutent à des lois françaises, ça se passe bien, il n'y a pas de souci majeur pour vous? Pour moi, il y a des progrès à faire pour harmoniser, en fait, au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous, on va protéger, surprotéger peut-être nos sites, et on va passer la frontière, c'est open bar. Donc il y a une harmonisation à faire. Et je prends par exemple sur les contrôles d'identité. Quand on fait du criblage sur les personnels qui viennent sur nos sites, il peut y avoir en fait une indication dans le B2, identité non vérifiable. Donc c'est difficile d'accueillir quelqu'un sur notre site avec ce terme-là. Et en fait, ça peut être un Belge, ça peut être un Espagnol, Donc là, il y a une harmonisation à faire générale. Monsieur Guillemin, un mot sur ce sujet? Sur cette réglementation, alors y en a-t-il trop ou pas assez? Difficile de répondre. Je crois que notre rôle en tant que prestataire de sécurité, c'est vraiment d'accompagner nos clients au respect de cette réglementation. Et notre engagement en tant que partenaire de sécurité, c'est vraiment d'essayer de garantir le plus possible à nos clients que dans nos missions, nous les aidons à être en conformité avec la réglementation qui s'impose. Donc ça nous force évidemment à suivre les évolutions réglementaires, à former nos équipes pour toujours être au rendez-vous là-dessus. Et je pense que sur un secteur comme la sécurité privée, c'est plutôt intéressant d'avoir ce cadre réglementaire parce que ça évite qu'on ait des acteurs qui fassent n'importe quoi. Ou en tout cas, ça permet de positionner les entreprises en disant les entreprises qui sont de bonne qualité, elles ont la capacité à assurer le respect des réglementations. Et ça, c'est une façon de se différencier aussi. Je voulais qu'on aborde dans ce petit débat la troisième tête de chapitre, qui sont les risques vol et intrusion. Jean-Pierre Doléance, là aussi, faites-nous profiter de votre expérience. C'est un risque qui demeure majeur. On a parlé des risques technologiques, très bien, mais celui-ci, j'allais dire, il est de base et il est toujours d'actualité.
Donc il y a la menace plus importante, la menace terroriste. Les mesures Vigipirate qu'on applique sont là pour nous protéger et mettre en place des dispositifs sur tous les sites. Et la deuxième en fait, menace qu'on constate, c'est le vol de métaux, le sabotage, le vol de clôture, manipulation de vannes, donc attaque cyber bien sûr. Voilà. Et on a eu à peu près... Incendie de câbles dans une grande gare parisienne. Par exemple. Voilà. Donc on a eu plus de 100 dépôts de plaintes donc, en 2022. Donc on sent vraiment une remontée en fait, de ces incidents, de ces actes de malveillance. Donc en fait, pour se prémunir contre ces actes de malveillance, on a mis en place une analyse de risque avec une classification des sites, avec peu exposés, exposés, très exposés. Et une fois qu'on a appliqué cette méthode, on est en mesure de mettre en place en fait, un dispositif de protection physique adapté. Donc on a un bureau d'études qui travaille avec nous là-dessus. Et on échange bien sûr avec Securitas sur la protection physique, mais je pense qu'on pourra aller plus loin après. Et on a surtout signé une convention avec la gendarmerie nationale, qui a été signée par Christian Rodriguez, qui est le directeur général. Voilà, exactement. Donc, et qui est vraiment un gros avantage sur le terrain, parce que la gendarmerie couvre 80% du territoire, comme Gertegaz en fait. Et donc vraiment cet échange qu'il y a sur le terrain permet de réduire en fait les risques. Voilà. Luc Guillemin, avant votre conclusion, un mot peut-être sur les risques vol et intrusion, parce que est-ce que la technologie dont on parlait tout à l'heure, le développement de la technologie, j'allais dire, vient au secours ou vient en appui d'un métier de base chez Securitas, qui était aussi de contrer ces risques de vol et d'intrusion? Là, on est au cœur de nos prestations et de nos savoir-faire. Ce qui est important de remarquer, je pense, autour de ce risque vol-intrusion, c'est l'évolution, en fait. Parce qu'en fait, ce risque, il a toujours été là. Mais voilà, en fonction des événements, des événements socio-économiques, en fait, dans le pays, les risques évoluent. Tout d'un coup, le cours du cuivre augmente, et puis on commence à voir les bobines de cuivre et de câbles se faire voler sur des sites industriels, ce qui n'arrivait jamais avant. Voilà. Et donc, notre mission à nous, c'est d'être en veille finalement face à l'évolution de ces risques et de toujours, dans un dialogue constant avec nos clients, essayer d'anticiper et de faire évoluer les dispositifs de sécurité pour justement mieux protéger les entreprises. Voilà. Et donc c'est vraiment cette logique de partenariat que nous on met en avant avec tous nos clients pour leur dire on ne vient pas vous voir pour signer un contrat avec un dispositif qui est défini et qui ne bougera pas sur les 5 prochaines années. Mais de dire on signe un contrat de partenariat avec un dispositif initial qui est notre compréhension de vos risques et notre réponse face à ces risques à un instant T. Mais notre engagement, c'est aussi de continuer ce dialogue de façon quasiment permanente et de faire évoluer nos dispositifs pendant toute la durée de nos contrats pour qu'on soit toujours en capacité à répondre à ces risques de vol et d'intrusion qui seront toujours là, mais qui prennent des formes toujours différentes. Alors, je ne vais pas vous demander avec qui la SNCF avait contracté Gare de l'Est, mais est-ce que dans vos métiers, il y a des obligations, j'allais dire, un peu de résultats? C'est-à-dire, quand vous signez un contrat avec une entreprise, si tant est qu'elle vous donne toutes les coordonnées, tout ce qui fait que le contrat est construit, comment est-ce qu'on applique une sécurité et comment on est certain qu'il n'y aura pas de faille dans le dispositif même de l'entreprise que vous protégez? Alors ça, c'est une bonne question. C'est peut-être le rêve de tous mes clients de pouvoir me dire votre obligation, c'est qu'il y ait zéro problème chez moi et que ça n'arrive pas pendant toute la durée de votre contrat. Malheureusement, je pense qu'on l'a bien exposé pendant toute cette émission. On connaît un certain nombre de risques aujourd'hui. C'est toujours très difficile d'anticiper quel sera le risque de demain et est-ce qu'on est bien protégé, etc. Donc, par définition, on a plutôt un objectif de moyens. Il faut faire des réévaluations constantes, en fait. On met tous les moyens en œuvre pour essayer de limiter ce risque au maximum. Mais on sait que le risque zéro n'existe pas. Voilà, et c'est là qu'est la limite de la responsabilité de Securitas dans sa mission. Donc on fait tout ce qu'on peut. Avec aujourd'hui en France, on a 18 000 collaborateurs très engagés sur le terrain pour essayer de sécuriser tous les sites de nos clients. Malheureusement, des intrusions, des vols, des incendies, il peut y en arriver tous les jours. Voilà.
Et face à ça, c'est comment Bien sûr. on limite Qui ce aurait pu risque. imaginer que le risque cyber devienne aussi majeur en quelques années, quoi. Donc on fait tout ce qu'on peut, mais on n'a pas la prétention de dire qu'il y aura zéro risque dans les entreprises que nous sécurisons. Luc Guillemin, je voulais vous laisser le mot de la fin. Grâce à Kantar et à Laure Salvin, on a commenté ce 3e baromètre, Observatoire Securitas de protection des entreprises. Si vous vous projetiez, si vous imaginiez l'avenir, si vous aviez des conclusions à tirer, sur cette émission, vous nous diriez quoi? Alors, je pense déjà que ce qui est très important de retenir, et je crois qu'on le répète à chaque observatoire, et de toute façon on va continuer ces observatoires, mais c'est l'évolution des risques. C'est-à-dire que c'est important de mesurer, peut-être de façon annuelle, ce qui se passe, parce que les risques de 2020, ce ne sont pas les risques de 2022, et peut-être qu'en 2024, on en aura d'autres. Donc on doit en permanence être en veille, et je crois que c'est un des objectifs de cet observatoire, c'est de nous dire quel est finalement l'état des risques et comment on doit y faire face. On l'a vu, la première édition, c'était plutôt les risques sanitaires. Aujourd'hui, on parle clairement de risques socio-économiques, de risques cyber. Voilà, ça évolue. Difficile de dire ce qui sera demain, mais en tout cas, il faut qu'on poursuive. Face à ces risques, évidemment, il faut qu'on adapte nos dispositifs, et ça, c'est tout l'enjeu de notre secteur d'activité. Comment adapter tous les dispositifs de sécurité, comment être dans des logiques de partenariat avec notre client plutôt que dans une simple logique de client-fournisseur. OK, on a signé un contrat et on s'arrête là. Donc vraiment, nous, on s'inscrit dans ces dispositifs de partenariat dans la durée, avec un dialogue continu avec nos clients. Voilà, je note également, évidemment, que le secteur industriel est très exposé au risque d'accident du travail et aux risques environnementaux, avec peut-être encore une croissance par rapport aux années précédentes. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit travailler avec eux. Et c'est peut-être pour l'occasion pour nous de renclencher un certain nombre de dialogues avec ces clients dans les secteurs industriels. Voilà, et puis je note enfin, et je me réjouis de cette information, le fait que dans ce sondage, on a bien vu que les chefs d'entreprise avaient noté la progression du secteur de la sécurité privée sur la réponse technologique et la meilleure prise en compte des éléments technologiques dans les dispositifs de sécurité que l'on met. C'est clairement la stratégie du groupe Securitas depuis plusieurs années. Donc je vois que ça porte ses fruits sur l'ensemble du secteur, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Luc Guillemin, Benoît Cloître, Jean-Pierre Deléance et Laure Salvin. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis à distance et ceux qui étaient nombreux présents dans cet auditorium. Bon, on se donne rendez-vous quand on écoute le président de Securitas France pour le prochain décryptage d'un prochain observatoire Securitas de la protection des entreprises. Merci beaucoup.